La conquête de l'Ouest. Bonjour à tous. Quand on dit Far West, une image surgit aussitôt. Le cow-boy solitaire, le revolver à la hanche, le duel dans une rue poussiéreuse. Cette image est une invention. Elle vient des romans du 19e siècle, puis du cinéma, qui ont transformé un demi-siècle d'expansion en épopée. La réalité est à la fois moins romanesque, mais aussi plus vertigineuse. En 1803, les États-Unis sont une jeune république, accrochée à la côte atlantique. En 1890, ils tiennent un continent entier, d'un océan à l'autre. Moins de 90 ans pour avaler la moitié d'un continent, c'est la conquête de l'Ouest. Alors cette expansion a un coût, les nations autochtones qui vivaient là depuis des millénaires. Aujourd'hui, on laisse les clichés de côté et on raconte comment l'Ouest a vraiment été conquis, qui en a profité et qui l'a payé. Tout commence par une signature en 1803. Le président Thomas Jefferson achète alors la Louisiane à la France de Napoléon pour 15 millions de dollars. En une seule transaction, la superficie du pays double. C'est sans doute la meilleure affaire foncière de l'histoire. Mais cet immense territoire, les Américains ne le connaissent pas vraiment. Alors Jefferson, lui, rêve d'une république de petits propriétaires, agriculteurs qui s'étendrait vers l'ouest. Mais il ne sait pas vraiment ce qu'il y a, et donc pour savoir ce qu'il vient d'acheter, il envoie en 1804 deux officiers, Meriwether Lewis et William Clark, remonter le Missouri jusqu'au Pacifique. Alors leur mission est scientifique, militaire et diplomatique à la fois. Ils cherchent une voie navigable vers l'océan, ce fameux passage du nord-ouest dont on rêve depuis 2 siècles. Autant dire qu'ils ne la trouvent pas, les rocheuses sont bien plus hautes et plus larges que prévu. Et sur leur route, une femme va jouer un rôle décisif, Sacagawea, une Shoshone. Alors on la présente souvent comme leur guide, c'est inexact, elle est avant tout interprète, et sa présence avec son nouveau-né signale au peuple rencontré que l'expédition n'est pas une troupe de guerre. C'est d'ailleurs ce qui la rend précieuse, bien plus que la connaissance du terrain. Et donc Lewis et Clark font leur expédition et ils rentrent sans avoir trouvé de route fluviale. Mais ils ont planté une idée. L'Ouest serait ouvert. Une idée fausse d'ailleurs. Ces terres ne sont pas vides. Elles appartiennent à des dizaines de nations. Jefferson le sait, mais il choisit de l'ignorer. Et d'ailleurs, dans les décennies suivantes, cette ignorance devient une doctrine. Ce que l'on appelle la destinée manifeste. L'expression est forgée en 1845 par un journaliste, John O'Sullivan. C'est une expression qui reprend une idée ancienne. Les Américains se croient chargés par la Providence de répandre leur civilisation sur tout le continent. Et en fait, cette doctrine va donner la justification morale de tout ce qui va suivre. Cette justification a des effets immédiats à l'est même du pays. Il faut libérer la place pour les colons américains. Et donc, dès 1830, une loi, l'Indian Removal Act, organise la déportation des nations amérindiennes du Sud-Est, ces peuples que les Blancs appelaient les 5 tribus civilisées, parce qu'ils avaient adopté l'agriculture, l'écriture et parfois le christianisme. Et donc les Cherokees, les Chickasha, les Chactas, les Creeks et les Séminoles sont chassés plus encore vers l'ouest, vers l'actuel Oklahoma. Alors la déportation des Cherokees en 1838 est notamment restée dans les mémoires sous le nom de piste des larmes. Des milliers de morts de faim, de froid et d'épuisement en chemin. Alors retenez cette date de 1838 parce qu'elle éclaire tout le reste. Presque 40 ans avant les grandes guerres de l'Ouest, le principe est déjà posé. L'expansion de la République passe par le déplacement ou l'effacement de ceux qui étaient là avant. Passons aux années 1840. Alors là, le rythme s'accélère et ça se fait par la guerre. En 1845, le Texas, indépendant depuis 10 ans, rejoint l'Union. Le Mexique n'a jamais reconnu cette indépendance et y voit une provocation. Et donc la guerre éclate l'année suivante. Elle dure 2 ans. En 1848, par le traité de Guadalupe-Hidalgo, le Mexique cède un territoire immense, la Californie et tout l'actuel sud-ouest américain.
C'est pour ça d'ailleurs que de très nombreux noms de lieux dans la zone sont en espagnol. Les États-Unis gagnent d'un coup l'accès au Pacifique et ils tiennent désormais le continent d'une côte à l'autre. Et là, le hasard s'invite dans l'histoire. 9 jours avant la signature du traité, le 24 janvier 1848, un charpentier nommé James Marshall repère des paillettes brillantes dans le canal d'une scierie en Californie. Alors, son employeur, John Sutter, tente bien d'étouffer l'affaire pour protéger le domaine, mais c'est peine perdue. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. On a trouvé de l'or. Et c'est la ruée vers l'or de 1849. On appelle d'ailleurs ces chercheurs d'or les 49ers, de 49, 49. Alors ils arrivent de partout attirés par l'or, de tout le pays, mais aussi d'Europe, de Chine, du Chili, du Mexique. San Francisco, un village de 800 habitants, dépasse les 25 000 en 2 ans. Alors la plupart de ces hommes ne trouvent rien, beaucoup y laissent leur santé ou leur vie. Mais cette fièvre de l'or accomplit en quelques années ce que des décennies de discours n'ont pas fait, elle peuple l'Ouest, et d'un coup. Reste à remplir tout l'espace entre les deux côtes. Oui, parce qu'entre le Missouri et la Californie, il y a des milliers de kilomètres de plaines et de montagnes. Comment les traverser? Comment les peupler? D'abord à pied et en chariot. Dès les années 1840, des familles entières s'engagent sur les grandes pistes migratoires, la piste de l'Oregon en tête. 5 à 6 mois de marche, en chariot bâché à travers un continent. Alors on imagine des convois héroïques. La réalité, c'est surtout la poussière, la maladie, des rivières à franchir et les tombes laissées le long du chemin. En 1847, un autre groupe prend la route pour des raisons différentes. Ce sont les Mormons, persécutés à l'Est, qui partent fonder leur communauté au bord du Grand Lac Salé, dans l'actuel Utah. Puis l'État s'en mêle et il change tout. En 1862, en pleine guerre de sécession, le Homestead Act offre 160 acres de terre à quiconque accepte de les cultiver pendant 5 ans. Et là, des immigrants européens, mais aussi d'anciens esclaves affranchis, partent tenter leur chance dans les grandes plaines. Dites-moi, monsieur Ingalls, qu'est-ce qui vous a amené dans cette région? Un nouveau départ pour ma famille. Notre nouvelle vie pour toujours. Cette même année, 1862, le Pacific Railway Act lance le grand chantier du chemin de fer transcontinental. Et en 1869, les 2 compagnies de chemin de fer parties de l'Est et de l'Ouest se rejoignent dans l'Utah. La ligne est achevée. Ce qui demandait 6 mois en chariot se fait désormais en 1 semaine. À partir de là, l'Ouest n'est plus une frontière lointaine. Il est branché sur les usines et les marchés de l'Est. Et c'est dans ce décor qu'apparaît notre figure mythique, le cowboy. Mais oubliez John Wayne. Le vrai cowboy, ce qui signifie littéralement garçon vaché, c'est un ouvrier agricole, souvent jeune et pauvre. Et selon les sources, près d'1 sur 4 est noir ou mexicain. Oui, des héritiers des vaqueros venus du sud. Son travail n'a rien d'héroïque. Il s'agit de convoyer d'énormes troupeaux de bœufs du Texas vers les gares du Kansas, des semaines durant dans la poussière. Et le bétail est ensuite transporté jusqu'aux abattoirs de Chicago. C'est un métier épuisant et de courte durée. Et en plus, ce monde des cow-boys se referme presque aussitôt qu'il s'est ouvert. Le fil de fer barbelé, qui est breveté en 1874, permet en effet de clôturer à bas prix des espaces immenses. Et donc les grands parcours ouverts se ferment. Puis vient l'hiver 1886-1887 qui est d'une rigueur terrible, qui va décimer justement les troupeaux laissés en plein air. Les grands ranchs font faillite et les longues pistes disparaissent. Le cow-boy réel aura donc régné une 20aine d'années à peine. Et il entre dans la légende au moment précis où il cesse d'être utile.
Et cette légende, on la fabrique bien loin de lui, sur la côte Est, dans des romans à succès, dans des spectacles comme le Wild West Show de Buffalo Bill. Et dans ces mises en scène, son rôle est presque toujours tenu par des Blancs. The stars are lighting up across the plain. The campfire dances washing out the pain. The horses are quiet in the deep of the night. We listen to the wind fading with the light. Oh, the road is long to the promised land, under the endless sky across the desert sand. Il reste pourtant un obstacle à cette expansion. Les peuples des plaines et l'animal dont ils dépendent, le bison. Alors les bisons sont encore des dizaines de millions au début du siècle, mais en une génération, il n'en reste que quelques centaines. Alors cette disparition n'est pas seulement le fait de chasseurs cupides, elle sert une stratégie. En effet, décimer les bisons, c'est affamer les nations qui en vivent et les contraindre à rejoindre les réserves. D'ailleurs, les généraux Sherman ou Sheridan encouragent ouvertement le massacre. Dès 1872, le secrétaire à l'Intérieur écrit noir sur blanc que la disparition du gibier aidera à confiner les Indiens. Alors une fois le bison tué, on récupère parfois la viande pour nourrir les ouvriers du chemin de fer, mais surtout on garde la peau qui a de la valeur et parfois le crâne pour faire de l'engrais. Le reste pourrit sur place. Entre 1872 et 1874, les trains expédient vers l'Est plus d'1,5 million de peaux. Tatanka. 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 Bison. Reste alors la question des traités avec les nations amérindiennes. Et c'est ici qu'il faut être précis, parce que le même mécanisme se répète de décennie en décennie. Le gouvernement signe un traité qui garantit un territoire à une nation indienne. Puis on y découvre une ressource, ou l'on veut y faire passer une voie ferrée. Et le traité est aussitôt violé. L'exemple le plus net, c'est celui des Sioux et des Black Hills, ces collines des actuels Dakota. En 1868, le traité de Fort Laramie les leur reconnaît, et pour les Sioux, ce sont des terres sacrées. Sauf que, quelques années plus tard, en 1874, une expédition militaire menée par un certain George Custer y découvre de l'or. Et donc en quelques mois, les chercheurs d'or affluent au mépris du traité. Le gouvernement exige alors que les Sioux vendent les Black Hills, et ils refusent. Et c'est le début de la Grande Guerre Sioux. Les nations des plaines résistent, et elles remportent d'abord des victoires. En juin 1876, à la Rosebud, puis surtout à Little Big Horn, les guerriers menés par Sitting Bull et Crazy Horse écrasent la colonne de Custer. Alors on retient les grands chefs, mais des combattants plus discrets marquent aussi ces journées. Chez les Cheyennes, par exemple, la tradition rapporte le geste d'une femme, Buffalo Calf Road Woman, qui sauve son frère désarçonné en pleine bataille de la Rosebud, au point d'ailleurs que les Cheyennes appellent ce combat la bataille où la jeune fille a sauvé son frère. Alors le détail est utile, dans ces affrontements, ce sont des sociétés entières qui luttent pour leur survie. Bon, Little Big Horn est une victoire pour les Indiens, mais ce n'est qu'un sursis. Après cette défaite, la République engage des moyens considérables. Les tribus sont traquées, leurs villages brûlés, leurs ressources détruites, et une à une, elles rejoignent les réserves. Alors reste un dernier espoir, et il est spirituel. À la fin des années 1880, un prophète Paiute, qui s'appelle Wowoka, annonce une danse rituelle, la Ghost Dance, la danse des esprits. Et alors d'après lui, si les peuples la pratiquent, les morts reviendront, le bison reviendra, et le monde d'avant sera restauré. Alors le mouvement se répand vite parmi les Sioux, affamés, désespérés dans leurs réserves. Mais les autorités, elles, y voient l'annonce d'un soulèvement, et elles paniquent. Et tout s'enchaîne alors très vite. Le 15 décembre 1890, des policiers indiens tuent Sitting Bull en tentant de l'arrêter. Une partie de son peuple prend la fuite. Et le 29 décembre, près de la rivière de Wounded Knee, la cavalerie américaine encercle un campement Sioux affamé et ouvre le feu. 200 à 300 personnes sont tuées, dont de nombreuses femmes et enfants. C'est le dernier grand massacre des guerres indiennes. Et au même moment, à Washington, le bureau du recensement note dans un rapport qu'il n'existe plus sur la carte
de lignes continues marquant un front pionnier. La frontière, au sens où l'Amérique l'entendait, a cessé d'exister. Alors que reste-t-il aujourd'hui de la conquête de l'Ouest ? Une nation devenue la première puissance du monde. Une mythologie qui continue de fasciner la planète, du western de Sergio Leone ou aux jeux vidéo d'aujourd'hui. Mais aussi des réserves, souvent installées sur les terres les plus ingrates, où vivent les descendants des peuples refoulés. Et une nature durablement abîmée par l'exploitation effrénée de ses ressources. Un jeune historien, Frederick Jackson Turner, voit dans la frontière en 1893 le creuset de l'identité américaine. Un mythe du dépassement, d'une ambition qui repousse les obstacles grâce à l'initiative et à l'individualisme. Mais la conquête de l'Ouest n'a pourtant pas été qu'une aventure. Elle a été surtout une transformation immense et brutale, payée par la sueur des pionniers et le sang des premiers habitants. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et laissez-moi un commentaire sur Spotify, Apple Podcast, par email ou sur la page Instagram du podcast par exemple. Je le lirai avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.